ce débat. Donc, je vous rappelle que nous sommes à la 14e édition du Festival du film Droits humains qui a lieu à Toulouse et en région, et que cette année, elle a pris la forme, comme vous le constatez, d'une diffusion sous la forme de VOD avec notre partenaire, les Mutins de Pangée, que l'on remercie au passage. 14e édition du Festival du film, donc toujours Festival du film axé sur la promotion des droits humains et qui, malheureusement, donc je le répète, ne peut pas se faire en salle. 14e édition avec toujours la participation de noyaux d'associations qui sont, outre celles que je représente, j'aurais dû me citer en dernier, mais puisque je suis lancé, je représente Amnesty International. Jean-Pierre qui pilote un petit peu la technique pour ce débat est des Amis du monde diplomatique. Et nous avons également parmi les associations organisatrices Médecins sans frontières, Médecins du monde, l'École des droits de l'homme et le CCFD Terre solidaire, je ne pense pas en avoir oublié. Voilà, donc on démarre là-dessus. Film sur le Guatemala. Ce film est une fiction, mais elle est très proche du documentaire historique et elle permet d'aborder un génocide trop souvent passé sous silence, qui est celui qui s'est produit durant la guerre civile qui a touché ce pays. Ce malheureux pays, il faut le dire, parce que c'est une succession de coups d'État militaires qui enchaînent les présidents successifs depuis pratiquement son indépendance en 1821. Ce film rend hommage également aux mères des personnes disparues, et selon le cinéaste qui est César Diaz, donc d'origine guatémaltèque, il précise que ces mères tiennent la mémoire, le quotidien, l'éducation et transmettent le savoir. Donc, hommage à ces mères résistantes depuis toujours. Excellent film, je le disais, donc tout le monde, je pense, a dû le voir. Je précise que ce film a été primé puisqu'il a obtenu des prix, et je crois qu'il a obtenu une Caméra d'Or, notamment au Festival de Cannes. Ce qui est tout à fait justifié, comme vous avez pu le constater. Je ne vais pas trop m'appesantir sur la présentation, je vais simplement signaler que ce débat va se passer en présence de deux personnes, soit d'origine d'Amérique latine, même guatémaltèque, en ce qui concerne notamment l'une de nos intervenantes qui est Marina Yoc, qui est cofondatrice du festival du collectif Guatemala Toulouse, et du docteur Carlos Beristain, qui lui participe et qui a connu aussi l'histoire du Guatemala. Il vous dira un petit peu comment il s'en est approché, puisque dans ses travaux, il fait partie de la commission Vérité Colombie. Voilà, donc eux-mêmes se présenteront et vous parleront un petit peu de leurs interventions et on pourra à ce moment-là leur poser les questions. Alors, nous allons commencer à donner la parole à Marina. J'espère qu'on va la voir à l'écran parce que tout à l'heure, on avait des petits problèmes techniques, mais ça semble avoir été résolu. Voilà, donc Marina va nous présenter un petit peu au départ le contexte de ce qui est dit dans le film, ni plus ni moins. Voilà, c'est à toi Marina. Marina? On n'écoute pas le microphone, Marina. Oui, merci. Maintenant, tout le monde m'écoute. Très bien. Et, non, merci. Au début, je voudrais remercier aux organisateurs de ce festival de ciné des droits humains parce que c'est vrai que dans ce contexte de Covid, plusieurs choses et initiatives assez importantes ont été un peu ont changé, mais je pense que faire un bisou, c'est quelque chose d'important aussi quand même de continuer à parler.
Et effectivement, je suis cofondatrice d'un petit collectif de solidarité avec Guatemala à Toulouse qui est né à partir de l'urgence de parler sur les pays, sur une réalité que quand on est arrivé ici, quand je suis arrivée ici en 2010, je me suis rendu compte que la majorité ne connaît pas qui est Guatemala, qu'est-ce qui s'est passé, et même il n'y a pas assez d'informations sur les génocides. Un événement assez très, très important de l'Amérique latine. Aussi, je voudrais vous remercier à vous qui étiez dans cette visioconférence autour de cette film de notre mère, Nuestras Madres, ou nos mères, et qui me semble très important de vous savoir ici, de pouvoir partager, de pouvoir attendre votre question. Et au fur et à mesure, on continuera à parler. Avant de commencer, j'avais précisé que c'est important de parler sur qui Guatemala. Et nous sommes un petit pays. Et je sais que la majorité, j'espère que si vous vous intéressez pour les pays, vous savez où nous sommes dans la carte. C'est important. Mais nous sommes actuellement 18 millions d'habitants. C'est une population de majorité maya. Et selon les données, c'est de 50,8% de population qui est maya, 23 langues différentes. Et il y a une taxe de pauvreté de 59,3%, c'est-à-dire que c'était haute, et une extrême pauvreté de 23,4%. Et une taxe d'analphabétisme de 37,5%. Et c'est très important de parler de ça parce que on parlait de l'actualité, ce qui est Guatemala actuellement. Et je voudrais ajouter aussi que le film Nuestras Madres, si bien c'est un film de fiction, part d'une histoire réelle guatémaltèque qui s'est partie à partir des génocides qui a eu lieu dans les années de 1981 à 1983. Je pense que les années plus fortes de ce cauchemar de notre histoire, c'est la période de 1982 et qui s'est passé dans un contexte de conflit armé interne qui a duré 36 années avec la signature de la paix en 1996. Dans les résultats de cette période de guerre, il y a eu 2 rapports historiques. Un que peut-être, je pense que ce sera Carlos qui pourra vous parler plus de ça. C'est le rapport del REMI, qui c'était la récupération de la mémoire historique, et un autre que c'est le rapport national, qui était devenu de los accords de paix. C'est le de la Commission de l'esclarecimiento historique. Et les 2 ont constaté qu'il y a eu plus de 500 000 morts, parmi lesquels 23 000, un peu plus de 23 000 ont été victimes d'exécutions sommaires. 6 000 sont des disparitions forcées. Il y a eu plus d'1 million de personnes qui ont été déplacées et réfugiées au Mexique aussi. Et c'est important de parler parce que c'est le contexte dans lequel le film ça passe. Guatemala est aussi le pays dans lequel on a reconnu la dimension systématique, massive et généralisée des viols de femmes pendant la guerre. Et on sait déjà que toutes les guerres ont ces conditions de viol comme une arme de guerre, mais qui n'était pas totalement visibilisée, n'était pas assez très travaillée dans le cadre d'un rapport de mémoire historique. Et à Guatemala, c'était un peu le cas, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un effort pour faire émerger ces situations, mais malheureusement, la Commission n'a pas donné de recommandations ni de suivi de part de l'État, nécessairement pour les cas particuliers de viols de femmes. Selon le rapport Tejidos que lleva el alma, que c'est un rapport qui a été fait pour un collectif de femmes féministes et non féministes indigènes et métisses de Guatemala qui s'appelle Actrices de Changement ou Actoras de Cambio, les 98% des femmes ont été violées dans la majorité des territoires occupés par l'armée, et qui c'était aussi une pratique commune, mais qui aussi c'est une pratique de torture
la majorité des fois, c'est une pratique de torture aussi infligée au corps des femmes. Et le côté pervers de ce crime, c'est que ce n'est pas seulement un délit qui était silencié, sinon aussi c'était un délit qui est renforcé avec le système patriarcal, culpabilise les victimes. Je voudrais faire ressortir ce sujet parce que si bien on va parler des apparitions forcées, il y a aussi la dimension de le silence que déjà vous pouvez l'avoir quand vous savez regarder le film. Il y a beaucoup de silence dans le film. Il y a les portraits des femmes qui cherchent ces victimes, que sont des portraits silencieux, mais le silence parle aussi. Je pense que c'est peut-être important de remarquer ces dimensions des gens, ces dimensions de viol, que c'est partie aussi de cette multiples dimensions qui se sont devenues de la guerre interne. Et bon, je me reste dans ce moment avec ça, avec cette petite introduction. J'espère que j'étais assez claire. Si vous avez des questions, vous pouvez, au fur et à mesure, nous faire parvenir votre question et comme ça, on pourrait continuer cette discussion. Je ne sais pas si, Carlos, tu voudrais ajouter quelque chose ou... Voilà, on va peut-être passer la parole à Carlos pour compléter un petit peu cette introduction, et notamment sur la partie que tu as annoncée au sujet. Alors, ça va. Merci. On écoute bien? Oui? Oui, oui, ça va. Bon, je m'excuse d'abord par mon mauvais français, parce qu'il y a beaucoup de temps que je ne parlais pas français. Ce n'est pas assez bon. Mais j'espère qu'il ne sera pas de problème pour parler, pour avoir une bonne communication sur ça. Et, bon, comme Marina est la partie, bon, le Guatemala, c'est un pays que j'ai dans le cœur. C'est le pays dans lequel je commençais mon travail dans l'Amérique latine. Et la première fois que je suis arrivé là, bon, je suis allé pour travailler avec l'Église catholique et aussi avec le GAM, le groupe de soutien mutuel, non? Le groupe d'appui mutuel. C'est un groupe de familles de disparus que cherchaient leurs parents, leurs familles. Il a été une réunion, une meeting, une petite manifestation dans la rue. Il y a une femme comme c'est protagoniste de Maya, c'est une femme, je ne me rappelle pas maintenant du nom, mais avec une petite photographie comme ça, non? C'est une petite photographie du carnet, non? De la carnetisation, il montait la photographie comme ça. C'est l'unique témoignage de l'absence de leurs parents, non? Ces petites photographies. Et ça m'a impressionné beaucoup, non? Je commençais à travailler avec la famille dans ce processus de recherche et il ne passait presque rien dans les premières années, non? Et bon, je commençais à travailler sur le soutien psychosocial aux victimes, aussi dans les cadres de la culture maya, non? Je suis allé à travailler avec le champ de réfugiés qui ont été dans Chiapas, le sud du Mexique, Chiapas, Campeche, Quintana Roo. Il y avait 50 000 réfugiés reconnus par l'ACNUR, par les Nations Unies. Et je suis resté beaucoup de 2 semaines, peut-être dans une petite maison avec une femme qu'on appelait Sarah. Et tous les soirs, le travail, le soutien des ateliers, de réunions, etc., j'allais à la petite maison, très pauvre, dans une chambre de réfugiés. Et on commence à parler sur beaucoup de choses. Je demandais beaucoup de fois par les familles, où est la famille, où sont les enfants, je ne sais pas, leurs compagnes, etc., le mari. Il me parlait toujours de les gens qui ont été dans une autre chambre de réfugiés, leurs filles, etc.
mais il ne parlait pas toujours d'autres parts de la famille. Finalement, après 2 semaines, je me suis rendu compte qu'il parlait, bon, les autres familles, ils sont en Guatemala, ils sont en souffrance. Maintenant, ils sont en souffrance. Mais il n'a pas parlé jamais de ce qu'ils font. Même je me suis rendu compte que quand elle parlait que leurs parents souffrent dans le présent, ils ont été tués dans la guerre, peut-être 15 années avant. Mais le meurtre souffre aujourd'hui aussi, parce que le vivant ne peut pas faire le rite de dialogue avec les anciens, les ancêtres, etc. Non? Alors, c'est un facteur de souffrance. Ça, on peut voir dans le film. Non? Dans le film, la volonté de ces femmes d'ouvrir sa tombe, même s'ils savaient où est Matteo, non? Leur mari, même lui le sait, ils veulent prendre le reste pour avoir un lieu dans lequel elles peuvent parler avec lui. Et ça, c'est d'une profondité. Ça, c'est bon, dans différentes cultures, les questions du culte, de rapport avec des anciens, des ancêtres, de morts, etc., est une question fondamentale. Aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais ici, dans les cadres de la culture maya, ce type de cimetière, même si les gens ils savaient où est-ce qu'ils sont, ce type de cimetière écrase le rapport de quotidien avec les mortes. Et ça, c'est la force de ces femmes dans le film. C'est très, bon, je travaillais avec beaucoup de femmes de Guatemala comme ces femmes. Nous avons fait les premières exhumations. Bon, une autre question qui me semble très importante de film, de travail, de l'expérience de la Guatemala aussi. Bon, avec une exhumation. Faut le fermer, le micro. On comprend? Oui? Oui, oui. Oui, ça va. Bon, avec une exhumation est un processus de recueillir le reste humain, non? Mais un processus aussi de recueillir une identité. L'identité de ceux qui ont été mépris, non? Qui ont été... Et d'autre part, une exhumation aussi est une forme de faire sortir une histoire. Même dans le film, c'est l'histoire contradictoire de la même histoire de l'anthropologue forense qui a leur propre histoire avec leur père, avec la situation de la mère, de le silence que Marina avait parlé d'avant. Combien de silence il y a ici? Combien de silence il y a dans un pays dans lequel on ne peut pas parler? Quand je suis arrivé à Guatemala la première fois, en 1989, je suis monté dans un bus comme c'est camioneta, comme dit en Guatemala, comme dans les villes, il y a un voyage, une camioneta, ce bus, c'est le même. Et dans ce moment, les gens ne veulent pas voir un dans le visage des autres, non? C'est toujours en gardant d'autres côtés. Et c'est l'image de la peur. Non? Je vais passer inconnu ici. Et ça, c'est le jeu. Je travaillais beaucoup de pays dans l'Amérique latine, quelques pays de l'Afrique, aussi dans le même pays du Pays Basque, nous avons subi de la violence aussi. Et je n'ai jamais vu le niveau de terreur qu'ont vécu la population guatémaltèque et la population maya. Ici aussi, il y a 2 histoires. Qui sont aussi 2 histoires sur la question de la guerre et aussi sur les exhumations des cimetières clandestins ou des fosses communes. D'une part, c'est l'histoire d'un militant politique, le père de ces anthropologues. Et ça, c'est l'exhumation, c'est vrai, c'est pas fictice. C'est l'exhumation d'un cimetière qu'on appelle la Verbena, c'est le cimetière municipal. Quand je fais un rapport pour la Cour interaméricaine sur un cas qu'on appelle le cas de diario militaire, c'est le diaire militaire, c'est une collection de fiches militaires d'intelligence de personnes qui ont été disparues.
Ça, c'est un archive qui a été sorti après la publication du Rémi et après la publication du travail de la Commission de la vérité. C'est l'histoire de militants qui ont été disparus et quelques d'entre eux ont apparu dans ces cimetières de la Verbena, dans une fosse de 200 corps. D'autre part, c'est l'histoire de la femme Maya de San Cristóbal. Je connais San Cristóbal aussi. Nous avons fait une exhumation là, à San Cristóbal, dans ce lieu, dans lequel c'est l'histoire des communautés qui ont été massacrées. Les massacres de 50, 200 personnes, tout. C'est l'histoire vraiment très, très forte de les victimes mayas. Et ce sont les deux types de victimes de disparition forcée, les deux types de situations de cimetières clandestins, de fosses communes, etc. Et tout le défi que ça signifie pour les familles, pour rencontrer leur propre histoire, même si l'histoire est aussi contradictoire, non? L'histoire qu'on trouve dans le cas de l'anthropologue est une histoire très contradictoire, non? Et comme c'est très intéressant aussi, c'est très important aussi, comme nous avons commencé un travail avec les communautés dans cette année, dans les 89, 90, dans le temps de la peur, non? Peu à peu, les gens ont commencé à s'organiser aussi. Nous avons fait un rapport avec l'Église catholique, c'est le rapport Guatemala Nunca Más. On fait une traduction du résumé en français qu'on appelle l'enfer guatémaltèque. C'est avec ce nom qui a été paru. Et dans le processus de Rémi, nous avons fait du travail aussi sur la violence sexuelle. Nous sommes allés dans une réunion à Huehuetenango. C'est une autre part de Guatemala. Et nous travaillons avec des personnes qui font des entretiens, des entrevistateurs, qui prennent le témoignage. Et nous avons eu une réunion pour voir la question de la violence sexuelle. Nous parlons de 97. Et je fais une demande. Bon, est-ce que la violence sexuelle ici était une pratique courante ou pas, parce que nous avons seulement 140, je crois, dans tous les pays, nous avons documenté 140 cas seulement de violence sexuelle. Même si quand les gens parlent de massacres, parlent de la violence sexuelle massive, non? Mais nous avons eu seulement 140 cas. Alors, je fais ces questions au groupe des entrevistateurs. Et ils sont beaucoup de gens des communautés aussi. Et on restait en silence. C'est en silence. On mit la tête sur la terre. Et la réunion, c'est fini. Ça, c'est l'indicateur plus dur de l'impact de la violence sexuelle dans les communautés dans 1998-17, c'est le silence. Ce n'est pas le numéro 10 cas. Non? Il y a un processus entre cette année, ce travail, et un processus et la lutte pour la justice que les gens, après le rapport de Rémi et après le rapport de la commission d'éclaircissement historique, a été continuée la lutte pour la justice. C'est difficile. On fait ces luttes dans des conditions très dures, avec beaucoup de menaces. Nous avons connu aussi l'évêque avec lequel je travaillais, qui a été le coordinateur du rapport Guatemala Nunca Más, a été tué 2 jours après la présentation du rapport. Nous avons fait la présentation le vendredi. Le dimanche nuit, il a été tué par un commande avec des membres du service d'intelligence militaire. Et alors, nous avons eu, c'est les coupes de ces assassinats, mais aussi la lutte pour la justice des gens après, non? Dans un contexte très, très, très difficile. Parce que les gens ont dit, bon, si on tue l'évêque, qu'est-ce que nous pouvons faire? Les gens de communauté, même
même dans ces contextes très difficiles, les gens ont eu avant un travail pour ces luttes pour la justice. Nous avons eu dans les films, c'est le juge probablement de génocide, mais aussi le juge peut-être de Marco Antonio Molina Teyssen, c'est un enfant disparu de 14 ans. Alors, on luttait pour la justice avec quelques cas, très peu de cas, mais c'est un travail extrêmement fort, extrêmement significatif pour les pays dans les conditions très faiblesses de la société civile, de l'institution, de les juges, etc. Et ça a été une lutte très forte. Alors, je crois que le film raconte d'une forme très émotive aussi, non? Pour moi, c'est très fort de garder le travail que nous avons fait, très bien raconté dans les différentes histoires. Et c'est une histoire de ce qui s'est passé dans les années 80 surtout, mais aussi de tous les processus de la lutte pour la dignité que les gens ont commencé à faire, à les premières dénonces de sexisation, à les travail de la vérité, de recueillir les témoignages des victimes, de sortir du silence, de s'organiser, de la lutte pour la justice, même dans des conditions très difficiles. Mais je crois que le film est vraiment très intéressant, très fort émotivement aussi, mais qui porte une vérité qui doit être écoutée. Peut-être même dans Guatemala, ça serait un matériel très intéressant aussi pour raconter l'histoire, qui est difficile de raconter, qui est peut-être face aux souffrances, c'est toujours une distance. Nous ne voulons pas garder ces souffrances, c'est très dur. Mais il est raconté à travers les histoires de les personnes, que c'est une crosse d'une manière très belle aussi. Non? Bon, ça va. Merci Carlos, tout ça est très intéressant et c'est vrai qu'on vous écouterait des heures entières, mais peut-être qu'on va essayer de passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient des questions tout de suite après ces introductions? Pour le moment, il n'y a pas de questions sur le chat, mais si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Nous ne sommes pas très nombreux, s'il n'y a pas de problème, pour échanger directement. Carmen demande la parole. Hein. Alors, Carmen, on y va. Bonsoir à toutes, à tous. Oui, j'ai une question. Et je me présente. Je suis guatémaltèque. Je suis exilée des années 80. Je suis désolée, l'émotion, ça prend toujours. Mais je vais respirer. Et j'ai vu ce film 2 fois et je le verrai encore. Et j'ai vu beaucoup de films sur cette problématique de Guatemala. Et ce qui m'a marqué dans ces films, enfin, pour moi, il touche un aspect que, en tout cas, moi, je ne l'avais jamais vu toucher de cette manière-là. Bien sûr, il y a la disparition, tout ce ça a été dit. Et bien sûr, la présence des femmes qui ont témoigné et qui a signifié dans l'histoire du Guatemala vis-à-vis des jugements et les témoignages dans les jugements de génocide, tout ça, ça a été très important. Mais en tout cas, moi, je n'avais jamais vu, entendu un témoignage ou une histoire des enfants. Les enfants des viols. J'ai entendu des femmes violées, mais moi, en tout cas, je n'avais jamais eu accès dans un film à cette histoire. Et ma question, c'est, dans les films, on voit un traitement, comment dire, c'est très fort parce que on voit ces personnages qui sans le savoir, va découvrir son histoire et c'est quelqu'un aimé, soutenu par ses amis. Mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ma question, j'essaie de poser une question, excusez-moi, je vais poser une question. Hein? Je vais poser une question. Je voudrais savoir s'il y a
des actions vis-à-vis de ces personnes qui seraient nées de cette violence, du viol. Et je sais que ça doit être difficile, mais je pose la question quand même. Ça m'intéresse énormément, ça me touche particulièrement. Voilà. Une réponse de Marina ou de Carlos. Alors, je précise que Marina est aussi demandé l'asile et réfugiée également, comme Carmen. Et que quelque chose que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais le réalisateur a eu son père qui a été tué pendant ces années de violence. Voilà, donc j'attends donc une intervention de Marina ou de Carlos. Oui, et en fait, si j'ai bien compris, la question de Carmen, c'est s'il y a quelques actions faites en fonction de les enfants qui sont nés particulièrement d'une situation similaire. Concrètement, des enfants sur les viols, il n'y a pas assez que je me rende compte dans un contexte un peu de réseau national. Il y a des efforts locaux. Le même actrice de changement, Actoras de Cambio, qui a commencé à travailler à partir de cette conscience que les témoignages des femmes étaient toujours silencieux. Et aussi, il y a eu des femmes qui ont été rejetées de la communauté pour avoir été enceintes des enfants, parce que à partir de viols systématiques, comme le cas des femmes de Sepursarco, il y a eu des viols. Les femmes de Sepursarco, c'est un cas particulier dans la région nord du pays, avec la population Quechua, qui sont des femmes qui ont été dans un contexte d'une espèce de chambre de concentration, et qui s'appelait la salle de modèle, que c'était plutôt dans le contexte de l'armée, et qui ont été violées systématiquement dans un contexte d'esclavage sexuel. Mais bon, comme ces cas, il y a eu plusieurs cas dans lesquels il y a eu des enfants qui sont nés de ces situations. Mais des fois, c'est pour ça que j'ai appuyé sur le contexte patriarcal, parce qu'il y a un silence. Et la majorité des fois, les femmes ne parlaient pas des enfants qui sont nés de ces contextes. Et localement, il y a eu des efforts à niveau de petites associations qui travaillent sur ça. Mais un autre cas que je pourrais dire que ce n'est pas un sujet particulier qui se travaille, mais qui est associé à la militance des enfants, c'est l'association Hijos, qu'il y a plusieurs associations Hijos aussi, des enfants, Hijos aussi à l'Argentine. Pardon? Il y a quelqu'un qui est en train de parler en même temps, là. Il devrait couper son micro. Tu peux continuer, Marina. Oui. Non, mais si c'est quelque chose à ajouter, ça sera bien. L'association Hijos, c'est une association qui ce n'est pas une initiative qui est née au Guatemala. Il y a plusieurs Hijos au Mexique, en Argentine, qui sont vraiment nés de l'Argentine. Mais c'est les enfants des parents qui ont été disparus ou qui ont été torturés ou qui ont subi un processus d'exil aussi, et qui sont retournés des fois au pays, ou des fois aussi, il y a des enfants qui s'organisent à l'extérieur. Pour finir la réponse et pour préciser, il n'y a pas, que je sais actuellement dans les pays, une action nationale, un réseau assez fort ou grand sur ces sujets en particulier. Il y a des efforts locaux. Pour ailleurs, je pense que pour ajouter à les choses qu'on a parlé sur les films, à moi, ça me semble important. C'est vrai que c'est une histoire très émouvante, c'est trop fort, mais aussi, je pense qu'on pourrait regarder qu'il y a aussi un espoir pour changer cette histoire. Il y a une manière de résilience des soins, surtout des femmes, qui cherchent toujours à ressortir de ces situations. Et les jeunes aussi, parce qu'à partir de cette récupération de sa propre histoire, l'histoire personnelle et l'histoire collective,
c'est aussi un processus de justice et un processus de soins aussi. Et je pense que ça, c'est important. Et peut-être, on pourrait aussi parler de qu'est-ce que ça passe ici en France sur ces sujets. Et je voudrais vous dire qu'actuellement, il y a une petite initiative des Argentins et Uruguayens qui ont fait des documentaires radiophoniques pour parler de qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de parents exiliés en France. Et dans son documentaire, il y a 3 parties de ce documentaire. Il parle particulièrement de sa nécessité de se rencontrer avec son histoire et son héritage en tant qu'enfant de la violence et de ce système d'injustice dans lequel on est toujours présente dans notre région, et qui font des actions pour comprendre sa réalité, mais aussi pour aller un peu plus loin de ces possibilités. Et je pense que ces efforts de faire quelque chose, comme César Diaz, qui son papa a été aussi victime, il fait un film, c'est des choses et des actions de justice et des actions de résilience importantes à nommer. Le propre documentaire, le propre film, c'est déjà une action de soins, de pouvoir parler, de pouvoir casser les silences. Et ils sont les enfants qui parlent, vraiment. Je pense que c'est très important. Je me coupe ici. Merci de ces précisions, Marina. Alors, apparaît une question de Monica Flores qui a l'air intéressante, qui est un peu dans le droit fil d'ailleurs, ce qui vient d'être dit. Je vous la lis. Alors, je vous rappelle que par le chat, vous avez la possibilité d'écrire vos questions ou de faire vos commentaires. Alors, voilà l'intervention. Bonsoir. On aimerait savoir à ce jour dans quel état est le processus d'éclaircissement de la vérité et des réparations des victimes. Alors, je crois qu'il y a un comité des éclaircissements qui existe à ce sujet. Je vous écoute. Carlos ou Marina? Au début, je voudrais savoir si Carlos a des choses à ajouter. Sinon, je peux répondre aussi, mais je sais pas. Bon, on peut voir dans le processus de changement, les tentatives de transition politique de le Guatemala. On a été deux projets de travail. Un que nous avons commencé avant la signature des accords de paix. 200 avant, nous avons commencé à faire le travail avec l'Église catholique dans tous les pays pour recueillir les témoignages des victimes. Nous avons recueilli 5200 témoignages de victimes. C'est la première fois qu'on fait un travail comme ça dans le pays. C'est la première possibilité c'est la peur et de parler sur ça. Ça, c'est le premier effort. Quand j'ai fait, c'est le rapport qui a été publié dans le 98, le rapport Guatemala Nunca Más. Après ça, a été publié le rapport d'une commission qui a été la commission d'éclaircissement historique. C'est une commission officielle dans le cadre des accords de paix entre le URNG, c'est la guérilla, et le gouvernement guatémaltèque avec l'hospice des Nations Unies. Ça, c'est le deuxième rapport, la mémoire du silence. Et tous deux rapports sont un effort très important pour les pays pour l'éclaircissement de la vérité. Mais il y a eu beaucoup de indicateurs négatifs sur les processus de comme ce travail sur la vérité, on peut être appris par la société, par le gouvernement. Non? Les deux indicateurs, les pires indicateurs, c'est l'assassinat de Monseigneur Gerardi après le rapport, 2 journées après le rapport. Ça signifie que retourner en derrière 20 ans jusqu'à les années 80 pour la peur, la possibilité de faire quelque chose sur ça. Non? Et après, le second indicateur négatif, c'est quand la Commission de la vérité a publié ce rapport en 1999, une année après,
le président Arsou, qui est le président qui a signé la paix avec la guérilla, a rejeté les conclusions de le rapport de l'ONU en disant, parce que le rapport dit qu'il y a été génocide dans diverses parties du pays, le président a rejeté le rapport en disant que ça, ce n'est pas prêt. Pour les pressions de l'armée, toujours, non? Des élites. Non? Alors, ils ont été des indicateurs très négatifs parce que pour que le claircissement avance, ce n'est pas seulement le travail de la publication des rapports, non? De travail, mais le travail qui vient après de ces publications de rapports. Et bon, a été mis en place un programme de réparation administrative, on appelle, le PNR, le Programme national de réparation, qui a été très, très, très difficile. Hein, pour moi, il y a une chute, une fragmentation de ces programmes, très, très, très mauvaise la condition de ces programmes. Et bon, je ne sais pas maintenant, mais peut-être que Marina, ça sera beaucoup plus d'humide de comme est la situation maintenant, mais les programmes de réparation sont très, très, très mauvais dans les cadres après la publication des rapports, et même aussi avec de différences entre les différents secteurs de la population, des groupes organisés de la population civile qui a été échoué. D'autre part, la lutte pour l'éclaircissement de la vérité et aussi la lutte pour la justice, parce que ne pas seulement la question de la vérité isolée, mais quelle est la sanction sociale sur ce processus d'éclaircissement, sur ces vérités. Qu'est-ce qu'il passe? Alors, ils ont eu quelques jugements très importants. Le premier peut-être, c'est avant, c'est le cas de Myrna Mack, c'est une anthropologue avec laquelle nous travaillons dans les années 90, qui a été tuée aussi par une commande de l'intelligence militaire. Mais après, c'était le cas de Noriega, c'est un chef de le patrouille d'autodéfense civile, des groupes paramilitaires organisés par l'armée. Et les femmes qui ont porté avant ces cas contre ces paramilitaires, sur Noriega, ils veulent savoir où est-ce qu'ils ont le disparu. Non? Et on portait avant le jugement pour savoir où est-ce qu'ils ont le disparu. Ce type a été condamné par le juge et a toujours nié savoir rien, a justifié tout et a nié savoir rien sur ça. Et ça, c'est les expectatives des victimes face à la justice, c'était le savoir où est-ce qu'ils sont, non? Et la négation de responsable principal de ces Noriega. C'est le même cas. Après, je finis avec un autre exemple, non? Dans ce processus. Je fais un travail avec le dernier cas qui a été arrivé à le travail de Rémi, le dernier, quand nous avons déjà fini le travail d'éclaircissement pour publier le rapport, c'est un cas qu'on appelle, sur le nom des victimes, est Marco Antonio Molina Teyssen. Marco Antonio Molina Teyssen, il a été un enfant de 14 ans qui a été disparu parce que leur sœur, qui a été une militante politique de PGT, le Parti communiste peut-être, on peut dire, de Guatemala, qui a été détenue, il a été porté dans une caserne militaire, en Quetzaltenango, il a été torturé, il a été violé, mais il a escapé. Une journée, un dimanche, avec la visite des soldats, des familles des soldats, il est sorti de la prison, il est pour l'exil. Alors, leur mère, la mère et leur enfant, Marco Antonio, ils sont allés dans la maison pour prendre les dernières choses pour sortir du pays. On arrivait le militaire, on prit le Marco Antonio. La mère, non, Doña Enma, elle a dit, oh, je vais aller, laissez mon enfant
Bon, laissez mon enfant. Et les militaires ont pris l'enfant avec 14 ans qui est disparu dans le 1991. Non, le 1981. Il est disparu. Ça a été un jugement dans les cours interaméricaines. L'État guatémaltèque a été condamné. Et après, la famille a porté avant un processus en Guatemala. Après la sentence du tribunal de la Cour interaméricaine. La volonté de famille pour ça n'est pas seulement, c'est avoir de justice. Mais ils ont parlé avec le perpétrateur, le responsable, et les responsables, ils sont Calleja, ils sont Lucas Garcia. Alors, c'est le cupule, le top de l'intelligence militaire de l'armée de cette année. Et ont été condamnés dans ce processus il y a 2 ans, et dans un processus très, très fort, très difficile, mais très, avec la persistance de victimes, de familles, etc. Mais la famille, Doña Emma, surtout la mère de l'enfant, il a dit au juge, je ne veux pas, pour moi, c'est plus important de savoir où est-ce qu'il est Marco Antonio, qu'est-ce qui s'est passé avec Marco Antonio, que avoir une condamnation de la cupule militaire. Non? Et les militaires ont nié toujours tout rapport, toute connaissance, on niait faire ordonner la disparition de l'enfant. Alors, pour la famille, c'était éclaircissement de la vérité, savoir la vérité, où est-ce qu'il est, et les centres du processus, aussi de la justice, de l'éclaircissement de la vérité et aussi de la négation des perpétrateurs. Non? Il faut faire le rôle de la justice, beaucoup de fois, doit être aussi, peut-être, s'il est possible, d'écraser le pacte de silence autour de ces crimes atroces. Merci, Carlos. Alors, justement, il y a une question qui arrive à point pour faire la liaison avec cette question de s'il y a la réparation des victimes, mais aussi la punition des responsables de tous ces crimes. Alors, donc, c'est une question de tout le monde, d'ailleurs, sur le général Rios Montt. C'est Rios Montt qui a été le premier président qui a été particulièrement, lui, marqué, puisque c'était le plus cruel, et c'est sous son régime, qui a eu le plus de massacres dans les années 81-82, et on demande effectivement, il a été poursuivi bien plus tard, 20 ans après, il a été rattrapé par la justice, et donc il y a une question qui est posée à son sujet pour savoir ce qu'il est devenu. Voilà, peut-être une réponse de Marina. En fait, je voudrais revenir à la question présentée seulement pour préciser une chose. Pour la Secretaría de Resarciment, la Commission de Resarciment au Guatemala, dans l'année dernière, a diminué son budget, et le président du pays, que c'est Alejandro Yamatei, le président actuel, a augmenté 18,8 millions de fonds de budget à l'armée, à la défense nationale, et a diminué les processus de ressarciment aux victimes. Ça dénote la position de l'État, que c'est un État, pour moi, d'extrême droite, qui précisément contribue à ce silence et à la impunité dans les pays. Bon, en parlant maintenant de la question que tu as posée sur Rios Montt, excusez-moi, effectivement, Rios Montt a été... Je peux t'interrompre 2 minutes juste pour conclure sur ce que tu viens de dire précédemment. C'est qu'effectivement, cette diminution du budget social et pour les réparations, ça a entraîné des violences qui fait que les gens se sont rendus au Parlement, ils ont mis le feu, et que donc le gouvernement actuel que tu as cité est revenu sur ce budget, et donc on a gelé l'augmentation des dépenses militaires. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Oui.
Oui, oui. Après, on peut parler plusieurs choses parce que dans ce cadre-là de brûlement de Sénat, c'était aussi, il y a plein de discussions dedans que ce n'est pas nécessairement la population civile qui est actuellement organisée qui l'est fait. Il y a des corruptions dans ces situations aussi particulières. Après, on pourrait venir à ce sujet. En parlant de Riosmond a été jugé et ça a passé plus de 35 années dans lesquelles les victimes ont commencé un processus de jugement pour génocide, c'est-à-dire pour juger aux responsables de l'armée de ce période qui était le dictateur Ephraim Riosmond. Et en 2016, il y a eu une condamnation. Malheureusement, 3 années précédentes, en 2013, si je ne me trompe pas, il y a eu les jugements dans lesquels il était condamné, et des jours après, la condamnation a été annulée dans une partie de la condamnation. C'est fait que lui, il n'était jamais mis en prison pour sa responsabilité, malgré que le jugement a admis qu'il était responsable. C'est jusqu'à 2016 que les victimes ont recommencé à faire notamment la partie qui a été rejetée en 2013. Ils ont recommencé notamment, il a refait notamment le processus judiciaire jusqu'au moment qu'il était condamné en 2016. Malheureusement, dans cette période-là, il avait déjà mort. C'est-à-dire, Riosmond, c'est un peu comme le cas de Pinochet, jamais à payer pour ce... Ça, c'est une chose importante à dire dans le cadre de la justice. Mais, par contre, je pense que l'effort des victimes de pouvoir parler, de pouvoir les dire face à face à lui desquels il était responsable, de regarder ces 12 images de femmes qui ont témoigné et de victimes qui ont témoigné, je pense que seulement ça, c'était aussi une possibilité de justice qui c'est toujours importante dans les pays. Au Guatemala, c'est vrai qu'il y a des fois une vision d'impotence, de désespoir, des fois. C'est vrai, quand on parle du contexte, quand on parle des victimes, quand on écoute, quand on regarde ce film comme on l'a regardé. Mais par contre, il y a un autre côté qui est important, c'est le côté de la population civile, le côté de la population des victimes qui cherche toujours, c'est impossible, se cherche toujours à organiser. Et je pense que la majorité des avances, malgré que des fois, ces avances, on doit reculer un peu, sont à partir de personnes comme les personnages qu'on a regardés. Vraiment, Ernesto existe dans des autres jeunes, dans des autres générations qui luttent toujours pour que la vérité ne meure pas et pour que l'histoire et la mémoire, ça reste toujours présente. Et je pense que malgré que Riosmond n'est pas payé pour ces actes, il a été condamné, il a été reconnu comme génocide. Et le génocide aussi a été visibilisé parce qu'au Guatemala, il y a eu aussi de la part de la droite, de l'extrême droite, une négation du génocide. Et c'est quelque chose que ça revient toutes les fois, tout le temps. Et malgré de toutes les luttes, malgré de toutes les actions internationales, il y a toujours une négation. Et même de la population, il y a une partie de la population qui croit que le génocide n'existait pas. Et je pense que la possibilité d'avoir reconnu qu'il y a un génocide, que le génocide a été identifié, que Riosmond, c'est le nom du génocide, que c'est la pointe de l'iceberg de toute une structure de pouvoir, parce que le génocide ne peut pas avoir un visage. Ce n'est pas seulement ça. Ça veut dire que Riosmond a été la pointe de l'iceberg qui laisse regarder
tous les niveaux de corruption, d'impunité qu'il y a dedans. Mais par contre, je pense que c'est important de les mettre en visage, de regarder qu'est-ce qu'il existe et qu'il est présent et que les victimes jamais vont se rester sans battre cet imaginaire de négation. Il va y avoir tous les jours une lutte et une résistance. Merci Marina, c'était très important effectivement de savoir qu'il y a eu cette condamnation, donc ça a permis, comme tu le dis, et tu as insisté là-dessus, c'est très important que les gens ont pu assister au procès, voir le visage de leur tortionnaire et savoir qu'il a été condamné, etc. Alors pour quelque chose, sans vouloir dédramatiser le sujet, et pour la petite histoire, au moment où il a été jugé, Rios Montt avait 85 ans, et par des artifices juridiques et c'est les astuces de ses avocats, il a été condamné, je crois, à 2 peines, 50 ans et 30 ans de prison, donc à cet âge-là, donc il aurait dû finir ses jours en prison. En fait, il a passé une nuit en prison. Et après, très souvent, il était évacué parce que, vu son grand âge et sa situation de santé, on l'hospitalisait pour éviter qu'il aille justement en prison. Et il est mort effectivement chez lui à Guatemala City. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Simplement, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, pas de chat? Simple de ce qui signifie que la lutte pour la vérité, pour la justice, pour le genre. Non? Il y a un autre cas, bon, il y a quelques cas très importants, très emblématiques dans le Guatemala, sur le cas le massacre de Chaman. Le massacre de Chaman, on s'était tué 11 personnes, 2 enfants, dans le 95. Alors, ça, dans le processus, au milieu du processus de paix, la paix en Guatemala a été signée à la fin de 96. Un an avant, il y a été un massacre dans une population de retournés, refoulés, des personnes qui ont été réfugiés politiques dans le sud du pays, des communautés mayas, qui ont été retournés au pays en 1994. Les 95 ont suivi un massacre de 11 personnes. Alors, la communauté, c'est une communauté que je connais très bien parce que j'ai connu la communauté dans l'exil, dans le refuge, et après, travailler avec ces communautés dedans Guatemala qu'on retournait. Et après la massacre, nous avons fait un travail, un projet de soutien psychologique et psychosocial pour la communauté après la massacre. Et on portait avant un processus judiciaire, un jugement. On porte la patrouille militaire au jugement. Et le jugement a été détenu pendant 6 mois, parce que les avocats de militaires ont dit que le délit n'existe pas. Le délit d'exécution extrajudiciaire n'existe pas. Et dans les codes, je ne sais pas, les codes de justice, comme le code pénal de Guatemala, non? Le délit existe dans les codes, mais les avocats des militaires ont dit non, ce délit n'existe pas, parce qu'on peut voir la documentation judiciaire, on commence à lire, et on dit, parce que le délit d'exécution extrajudiciaire, on écrit con X, et il est écrit par la secrétaire du judiciaire con S. Exécution extrajudiciaire avec S, non X. Alors, ils ont dit que le délit n'existe pas. N'existe pas. Et le processus a été détenu 6 mois en attendant une réponse au recours d'amparo. Ce recours d'amparo, on appelle, que c'est fait les avocats ont dit, bon, ça, ici, il n'y a pas un processus légal, etc. 6 mois, la communauté a été en attendant une résolution
pour dire que les délits existent. Non? Ça semble fou. Non? Comment est-ce qu'un tribunal peut admettre ces questions? Là c'est la justice aussi pour les victimes du génocide, les victimes qui portent la lutte contre le militaire, contre l'armée qui a fait ces massacres avant le jeu de tout le monde, parce qu'il y avait les Nations Unies, l'ACNUR, la communauté internationale était présente pendant ce temps, ne pas le temps des années 80, quand il n'y a pas rien au Guatemala, mais ça dans le cadre du processus de paix, et l'absence de garantie pour les victimes dans ce type de processus. Alors, c'est un miracle que le cas de Sapur Sarco, des génocides, le cas de Marco Antonio Molina Teyssen, le cas contre Noriega, et le cas contre le service de l'ISPARI, qui a été 3 ou 4 condamnations là, c'est un miracle dans le contexte de l'absence de conditions pour porter en avant ces luttes. Non? Ça, c'est un petit exemple de ce qui signifie pour les victimes la lutte pour la justice dans un contexte autant négatif comme dans le contexte de Guatemala. Merci encore des artifices qui sont utilisés effectivement, l'impunité de ces tortionnaires et de tous ces dictateurs qui effectivement ont mis le pays à mal. Alors une autre question est arrivée. Oui, après je vois Philippe Gabriel lever la main. Alors il y a une question qui est arrivée juste avant et après on te donne la parole. Donc c'est une question de Josetta Abès. Je la salue au passage d'ailleurs. Ce film a dû être projeté au Guatemala. Comment a-t-il été reçu par les citoyens, les associations des droits humains, le gouvernement? Quelqu'un peut-il répondre? Je ne sais pas. Peut-être Marina, il sait quelque chose plus que moi. En fait, j'avais expliqué parce que c'est une question qui m'a été faite déjà avant. Et au Guatemala, les réseaux de cinéma comme celle-ci de Nuestras Madres, et il y a des autres films, bon, comme La Llorona de Bustamante aussi, qui parlent un peu de ce sujet, et des fois ne sont pas dans les réseaux de cinéma local assez ouvertes. C'est plutôt dans le cadre de cinéma un peu fermé, de cinéma indépendant, et à partir des réseaux de directeurs et directrices qui sont, heureusement, il y a déjà au Guatemala. Parce que le cinéma, ce n'est pas une branche assez très développée, malgré qu'il y a beaucoup de travail de cinéma local. Et je sais qu'il a été projeté, mais dans un réseau assez limité, et de cinéma indépendant. Et plutôt la capitale, mais la réception du film, je ne sais pas comment elle était, mais le film, en tout cas, c'est quelque chose qui était émouvant et que les gens acceptent bien. Mais je n'ai pas un retour de... Mais par contre, je ne pense pas que ni l'État, ni l'armée vont bien accepter un film comme ça. Ça, c'est sûr. Mais je n'ai pas un retour sur ces sujets. Je sais qu'il y a des cinémas indépendants, qu'il y a un réseau qui est un peu, comme on dit, sous-sol pour faire passer le cinéma. Mais ça, ça veut dire que ça veut dire aussi que les cinémas comme ce type de ciné sont assez pas trop acceptés. Merci. Alors, une question? Je me montre, oui. Oui, bon, effectivement, l'histoire guatémaltèque est absolument épouvantable et probablement une des plus épouvantables. Mais il faut bien remarquer qu'il y a au moins une dizaine de pays d'Amérique latine dans lesquels se sont passées ces dictatures militaires d'extrême droite, ou pas d'ailleurs, parfois pas d'extrême droite, avec des exactions absolument
dramatique, un type de disparition forcée, de beaucoup d'enfants du viol, aussi souvent des histoires de bébés volés. Et donc, ce que je voudrais évoquer, en élargissant un peu les choses par rapport au Guatemala, c'est l'implication constante et terrible des États-Unis et de la CIA. Hein. Donc, j'aurais voulu savoir quel était votre sentiment par rapport à ça, dans tous ces pays-là, hein. Au Brésil, en Argentine, en Uruguay, enfin, etc. Quoi. Vous connaissez les choses mieux que moi, sans doute. Merci Philippe. Je vais en rajouter un petit peu et rebondir sur cette question. Alors effectivement, il y a eu beaucoup la CIA derrière les coups d'État, en particulier au Guatemala, mais il y a eu deux autres choses. Une autre anecdote à propos du général Rios Montt, c'est qu'en fait, il a été renversé, c'est une des causes de son renversement, c'est parce qu'il a adopté la religion évangélique, parce qu'il trouvait que les catholiques étaient trop côté peuple et que donc ils n'en faisaient pas assez avec les militaires. Donc ça, c'est une première chose. Mais il y a une autre donnée qui est derrière effectivement le soulèvement, c'est l'unité de fruits compagnie, qui est une entreprise énorme, effectivement, qui s'est accaparée des terres au détriment, effectivement, des paysans et des populations autochtones à cette époque. Et c'est pour préserver leurs avantages que ces dictateurs se sont mis en place. Voilà, donc je laisse la parole à Marina ou Carlos. Je ne sais pas, Carlos, si tu veux... Oui, je veux dire quelque chose, tu peux ajouter, bien sûr, non? Et bon, l'intervention nord-américaine est déterminante pour l'évolution de dictatures, de la guerre interne qui ont été dans le Centre-Amérique, aussi dans la Colombie et d'autres pays, et la dictature du Cono Sud, non? C'est très, très clair. De la Guatemala, on peut dire à différence, deux histoires un peu différentes, non? Parce que, par exemple, la Tandona, il a été la tête de l'armée salvadorienne d'El Salvador, qui a porté avant la guerre. C'était un groupe de militaires, la Tandona. Et la guerre de El Salvador était financée pour le soutien des États-Unis, on dit dans les temps 80, non? $1 million tous les jours, non? Symbolique dans le temps, le soutien nord-américain pour l'armée d'El Salvador. Dans le cas de Guatemala, le soutien nord-américain est très clair aussi dans différentes phases du conflit armé, mais aussi les militaires guatémaltèques ont fait elles-mêmes un type de contre-insurgence plus élaboratif, on peut dire, entre Israël, les États-Unis, la France et le soutien, par exemple, des officiels argentins qui ont arrivé le 83 pour faire un training de militaires sur les techniques de dépersonnalisation dans la torture, parce que pendant cette année, tous les détenus ont été disparus, tués. Il n'y a pas eu dans le Guatemala de prisonniers politiques. Non? Comme quand je suis allé à El Salvador en 1989, je suis allé à la prison. La prison est pleine de prisonniers politiques, de militants, de guérillas, etc., qui ont été détenus. Ça, c'est impossible dans le Guatemala. N'existe pas. Non? Tous les militants, tous les guérilleros, tous les différents militants politiques ont été massacrés, tués. Jamais on était dans la prison. Mais ce type de... Alors, les assesseurs argentins ont arrivé pour travailler sur le changement de comportement de prisonniers après la torture. C'est un cas très important, que c'était un père jésuite qui était le jésuite de la zone 7, c'est une place de la cité de Guatemala, Pellecer Faena, on appelait, je ne sais pas s'il est encore vivant, qui s'est passé de l'autre côté. C'est un jésuite qui a fait de l'entraînement de
militaire sur les techniques d'intelligence militaire, après avoir été torturé par le militaire guatémaltèque entraîné pour les instructeurs argentins. Et bon, les papiers de l'école des Amériques est très fort aussi, c'est très clair tout le temps. Mais un autre petit exemple d'aujourd'hui, ne pas seulement du passé, d'aujourd'hui. Après beaucoup d'efforts de la population, le groupe des droits humains, etc., on a été constitué une commission, après notre rapport, qu'on appelle la commission de recherche de l'écorce clandestin, la CICIC, non? La Commission internationale d'investigation de l'écorce clandestin, qui a été une recommandation de REMI et était aussi une recommandation de la Commission de la vérité, qu'il faut rechercher, il faut faire l'investigation sur ce type d'organisation clandestine qui vient de l'intelligence militaire, non? Et que dans le processus après de la transition politique, on travaillait sur les questions de narcotrafic, sur le trafic de personnes, sur le trafic d'automobiles, etc. Non? Beaucoup de négocios, non? De commerce, etc. Et ce CICIC a été appuyé par Obama, par exemple. Non? Mais après, avec Trump, Trump a donné l'autorisation au gouvernement guatémaltèque pour expulser la CICIC. Ces commissions de recherche sur les corps clandestins qui a fait un travail très, très important sur des cas de l'actualité d'aujourd'hui qui ont un rapport avec les organisations paramilitaires, d'intelligence militaire, de la guerre contre insurgents de les années 80-90. Et ça, c'est la question. Non? Le gouvernement guatémaltèque a eu vers Trump pour dire, bon, je veux avoir l'ambassade de Guatemala vers Jérusalem. Un changement de Tel Aviv vers Jérusalem. Et ça, c'était la position, les prix, non? Les prix politiques pour après expulser la CICIC de Guatemala. Alors, l'intervention jusqu'à aujourd'hui, non? A été très forte et dans les temps de Trump aussi a été une intervention pour finir le processus de vérité, finir le processus de justice, même sur les questions de l'actualité qui ont un très fort rapport avec les atrocités du passé. Marina, peut-être des précisions supplémentaires? Oui, non, je suis d'accord avec je pourrais dire que Guatemala était le modèle dans lequel ça ensayait beaucoup de choses qui après être reproduites au nord dans la région. Déjà, les coups d'État et l'intervention des États-Unis en 1954, on peut dire que c'est une consécution de tout le temps dans lequel on a l'impression que les inégalités ne s'arrêtaient pas pendant un long temps. Et ces sophistications sur l'intervention de l'armée et de l'intelligence militaire, et je pourrais dire que c'est vrai que c'est simplement ajouté qu'à part de la police de l'Argentine, les carabineros argentins, a été aussi la police espagnole, dans les périodes aussi trop loin, qui s'est devenue aussi après de Franco aussi. Ces sophistications qui étaient aussi ancrées dans une politique contre-insurgente dans ces périodes-là et actuellement, on pourrait dire anti-terrorisme, s'ancré surtout dans laquelle on connaît comme les écoles de las Amériques, l'école de las Américas, que c'est un espace d'entraînement et qu'actuellement, ça continue
Et ça continue avec ces sophistications de contrôle sur la population, des contrôles sur l'action sociale, des contrôles sur les nouvelles manières citoyennes de participation. On sait que ça existe et on connaît bien que les résultats de cette politique instaurée depuis de long terme a généré précisément, effectivement, l'apport. C'est pour ça que ce n'est pas un hasard que la majorité des populations civiles dans toute la région de l'Amérique latine, en particulier aussi au Guatemala, c'est-à-dire, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. C'est-à-dire, c'est une consigne importante, forte, ça veut dire que même si l'État commence à avoir la peur quand la société et les peuples perdent la peur. Et la sophistication de la torture, la sophistication de la contre-insurgence a fait aussi une construction de peur et de violence de long terme. Je pense que ça, c'est important à dire, c'est important à expliquer et à comprendre pourquoi. Mais comme vous m'avez demandé mon ressentir, moi, j'irai plus loin parce que actuellement, il y a au Guatemala 2 mouvements qui sont très, très forts et très contestataires. C'est le mouvement des peuples originaires d'Abjala Jala, les peuples indigènes, comme on dit, qui sont contre le modèle néolibéral d'extractivisme et néolibéralisme qui luttent actuellement, et le mouvement des femmes. Ces 2 mouvements sont vraiment très contestataires et très importants à regarder de proche, parce que sont eux qui proposent aussi que la situation du pays, ça devient bien sûr de cette histoire récente de militarisme et de dictature dans la région, mais les peuples originaires parlent de la période coloniale, même de l'invasion coloniale. C'est-à-dire les résultats actuels des situations et des conditions sociales d'inégalité, ça devient de long terme, la cuenta larga, comme parlent les peuples originaires, parce que le modèle néolibéral, c'est un modèle qui est imposé à partir de la propre découverte de l'Amérique. Et c'est ça, c'est très important dans le cadre si bien politique et si bien dans le cadre d'une réflexion profonde de l'histoire régionale, c'est très important pour démonter aussi cette histoire, on doit la renverser, on la doit démonter, et c'est pour ça que le dispositif d'un film ou d'une autre chose créative permet de démonter cette idée. L'idée de l'intervention des États-Unis est toujours présente, bien sûr, ça continue actuellement, mais aussi c'est une partie des autres dimensions sociales, historiques et politiques à niveau régional. C'est simplement ça que je voudrais dire. Merci Marina. Alors justement, dans le droit fil un petit peu des idées de résistance, il y a une figure célèbre guatémaltèque dont j'aimerais bien qu'on évoque la figure, qui est Rigoberta Menchú, qui a été donc prix Nobel de la paix en 1992 et qui est donc une militante à la fois féministe et en défense effectivement des populations autochtones. Voilà, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu pour évoquer sa mémoire? Elle est toujours vivante, ceci dit. Oui, en fait, il y a plusieurs que je voudrais évoquer. C'est vrai que Rigoberta Menchú, elle a fait, pour personne qui ne connaît pas, et tu as bien dit, le prix Nobel de la paix en 1992. Elle a fait, à travers d'une co-écriture, je ne me rappelle pas encore de la autrice, et un livre qui s'appelle Así bien nació la conciencia, que c'est très important à lire, qui parle précisément de ces périodes de guerre de les années 1980-1992, de génocide.
Mais je voudrais aussi évoquer des autres femmes comme Lolita Chavez, qui était actuellement en exil politique et qui a reçu les prix Horacaria en Bilbao dans l'année 2019, qui était persécutée actuellement et qui habite actuellement dans l'exil. Et il y a aussi des femmes comme Norma Cabrera qui a été avant, dans cette dernière processus électoral, une candidate à la présidence du pays et qui a eu une grosse quantité de population de votes, qui habite actuellement et qui résiste dedans du pays. Et je pense que Rigoberta est importante, mais c'est important aussi ou des femmes qui sont actuellement persécutées, mais des femmes qui sont invisibilisées dans les pays, qui continuent toujours à résister. C'est pour ça, pour évoquer, c'est important d'évoquer et c'est important de reconnaître qu'il y a des gens qui continuent à résister dedans et dehors du pays. Voilà, merci Marina. Effectivement, il faut parler de toutes les personnes qui ne sont pas aussi médiatiques ou médiatisées comme celles que je citais, bien sûr, parce que là aussi, on touche quelque chose qui est très important, c'est que la difficulté des personnes pauvres et peu connues à faire valoir leurs mots dans la résistance effectivement qu'elles entreprennent. Donc, c'était bien de parler effectivement de toutes celles qu'on ne connaît pas et dont on vient d'apprendre l'existence aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des petites questions, Savko, sur le chat, là. Alors, des commentaires. Il y a des questions qui sont d'ordre général, effectivement, donc qui demandent aux gens de se manifester sur leur ressenti par rapport au film. Bon, ça, elles peuvent toujours le faire, bien sûr. Et puis, il y a cette question de Françoise qui se réfère à un film de Pamela Yates qui s'appelle Graines de sable. Graines de sable. Peut-être qu'elle peut préciser la question éventuellement pour ceux qui ne connaissent pas ce film. Non? Elle est partie? Non, je suis là. Je suis là. Oui, non, mais c'est un film qu'on avait passé en 2012. Et alors, j'ai recherché, mais il me semble qu'il était assez particulier. Je voulais savoir si vous le connaissiez, Marina ou Carlos. Parce qu'on avait passé plusieurs fois des films de cette réalisatrice sur les pays d'Amérique latine et elle dénonçait à chaque fois des luttes terribles. On avait un autre aussi sur le Pérou. Et bon, j'ai des souvenirs traumatisés de ces films, mais je ne sais pas si vous les connaissez. Non, je connais beaucoup de personnes qui ont vu le film, etc., mais je n'ai pas vu le film. D'accord. Oui, moi, oui, je suis partie del festival Latino Doc aussi. Je suis membre du comité. Et on a passé Graines de sable déjà. Et on a passé, parce que Graines de sable, Pamela Yates a fait une trilogie. Et le départ était Cuando las montañas tiemblan. C'est le premier film qu'elle a fait pour le plus début de sa carrière. Je ne me rappelle pas de l'année de production. Après, c'était Graines de sable et il y a une dernière qui parle précisément du jugement de Ríos Montt et qu'on a passé à Latino Doc. Je ne me rappelle pas non plus. Je suis mal placée dans ma mémoire maintenant pour repérer tout. Mais on a passé la trilogie déjà à Latino Doc, précisément comme collectif Guatemala-Toulouse de solidarité, nous voudrons vraiment faire connaître la situation. Et finalement, le film, c'est une possibilité d'excuse pour parler d'un pays qui n'était pas trop connu, qui est d'une majorité indigène et qu'il est important de parler de l'histoire et de reconnaître qu'il y a des petits pays dans la région qui ont aussi une histoire à raconter. D'accord, mais merci Marina. Alors, dans le droit fil, effectivement, là aussi, de ces problèmes de festival, ou de ces questions de festival plutôt, donc, il y aura quelque chose cette année qui sera prévu, parce que justement, le film
qui était prévu dans le cadre du Festival du film Droits humains, devait passer à l'île Jourdain, où le festival Latino ou Festival Amérique latine, je ne sais plus, devait se produire. Donc, est-ce qu'il y aura quelque chose là-dessus? Et je précise par ailleurs que Marina, je crois, parle sur une radio associative et que donc on peut l'écouter assez régulièrement. C'est sur Radio Mon País, non? Oui, et je suis partie. En fait, quand je suis arrivée en France en tant qu'exilée politique, je ne parlais pas la langue, mais je pense qu'une chose d'un exilé politique, c'est aussi de trouver un réseau. Et heureusement, j'ai trouvé à Carmen qui a déjà parlé de son expérience et de les premières années d'exil. Moi, je suis exilée dans une période démocratique et je le signale parce que c'est très important de signaler. Il y a été toute une lutte de reconnaissance d'un statut quand mon pays a sorti des réseaux des pays prioritaires réfugiés politiques, des réfugiés politiques. Et en fait, moi, je l'ai vécu comme une possibilité de faire visibiliser ça. En parlant de mon parcours, quand je suis arrivée, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à parler de mon pays. Et j'ai commencé à chercher des réseaux et ça s'est fait que je suis cofondatrice d'un programme de radio qui s'appelle Fréquence Latine, qui se transmet tous les mercredis de 20h à 22h pour Radio Mon Pays. Et la onde, c'est 90 ans. Et cette année en particulier, on va faire un suivre d'un processus qui me semble très important, que c'est la mémoire. On va commencer, on a commencé déjà à parler de ce documentaire radiophonique que je vous avais parlé précédemment, qui me semble que c'est important, de cette copain, copine et enfants des exilés politiques argentins et uruguayens, et aussi le processus del nodo Toulouse sur la mémoire historique de la Colombie, qui me semble que c'est important aussi. Et nous, en tant que Guatemala, il y a aussi pas mal de documentaires radiophoniques déjà émis pour continuer à parler de la situation. Et si vous voulez continuer à écouter et à être actualisé sur l'information de l'Amérique latine et en particulier de Guatemala, je vous invite à nous contacter à travers de Facebook. Nous sommes dans le Facebook et à nous écouter régulièrement si notre programmation vous plaît. Mais c'est plutôt de l'Amérique latine, on a besoin d'être une radio alternative et qui est vraiment militante et qui parle directement de ces sujets importants que des fois, dans un pays comme la France, on n'écoute pas assez d'informations. Merci. Peut-être un dernier mot de Carlos, non? Est-ce que Carlos veut ajouter quelque chose? Bon, il y a un commentaire. Bon, non, en regardant ce film, non, pour moi, c'est garder mes amis. Tous les personnages de fiction, ils ont été mes amis dans le travail dans Guatemala, à différents temps, les années 80, 90, jusqu'à le Rémi, jusqu'à aujourd'hui. Et quand nous avons fait, quand je travaillais dans le rapport de Guatemala Nunca Más, avec l'Église catholique, nous avons fait une exhumation, plusieurs exhumations, mais une exhumation à San Cristóbal, dans les places qu'on parle dans le film, non? Dans San Cristóbal même. Non? Et nous sommes allés pour faire une exhumation et c'est un ami avec lequel je travaille, qui est un médecin guatémaltèque, qui a fait à la fin le retour de reste des os, de reste de la personne à la famille. Et les familles, ils veulent avoir une photographie, non? de la famille. Non? Et alors, Walter, ce médecin, cet ami, a commencé à prendre la machine de photo et en gardant pour l'objectif, non? En gardant pour l'objectif,
les personnes de la famille ont commencé à s'émouvoir. Et lui a commencé à faire comme ça. Pourquoi ils veulent là, non? Ils ont resté jusqu'à où était la cache avec les sons de leurs parents, non? Et la femme de ces familles, comme la femme que nous avons vue dans le film, a dit, est-ce que nous voulons une photo de toute la famille? Toute la famille, c'est aussi la cache avec les sons. Non? Et ça, c'était le pouvoir, non, de cette lutte pour la dignité. C'est une lutte politique, non? Mais c'est une lutte aussi pour cette reconstruction des liens sociaux, de le lien familial, de la lutte de la dignité. Je crois que le film est très bon, très intéressant, très profond, avec très subtilesse aussi, non, de les difficultés que ça signifie aussi, mais aussi des leçons qui restent pour tous nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, on s'achemine tout doucement vers la fin de ce débat. Merci encore à Carlos et à Marina pour ce qu'on a appris ce soir. On vous invite à les suivre, je ne sais pas s'ils écrivent ou s'ils parlent sur les radios ou sur la télévision. Je vais terminer en rappelant un petit peu, en revenant vers le Festival du film, parce que ce n'est pas tout à fait fini. On a finalement réussi avec le collectif à trouver d'autres sorties. Mais je crois que Marina, tu veux dire autre chose ou... Oui. Non, parce que sur le ressenti, c'est vrai que avant d'entrer à ces conférences, j'avais parlé un peu comme Carlos, qu'à moi particulièrement, le film a touché personnellement. Et l'idée de pouvoir de tenir l'histoire, de récupérer l'histoire, de pouvoir la assimiler, parce que moi, je suis d'une génération qui est née pendant les périodes de guerre. Mais ma famille a été, mes frères sont des jeunesses qui ont vécu ces périodes. Et particulièrement quand Carlos a évoqué le document déclassifié de la CIA dans lequel était le journal militaire. Et dans cette période-là, j'ai travaillé dans une association de droits humains. Et Carlos connaît bien, je pense que c'est KLH, tu le connais. Un peu, j'étais en train de travailler. Et par hasard, j'ai retrouvé l'histoire de mon frère. Et le film m'a touché pour ça. Et il m'a touché précisément parce que je pense qu'elle reprend l'histoire et la mémoire histoire, malgré les années qui sont passées, a une possibilité aussi de soins. Je pense que la majorité des pays, comme l'Amérique latine, qui a vécu et continue à vivre des situations similaires, en train de la recherche de disparus, parce qu'il y a milliards de disparitions forcées. C'est une action, c'était un viol aux droits humains historique dans toutes les guerres, dans tous les conflits armés. Mais dans l'Amérique latine en particulier, ça continue. La possibilité de ne pas perdre la mémoire, de continuer à l'évoquer, mais de faire les liens entre ces mémoires et la situation actuelle, de comprendre comment le passé peut avoir une relation directe au présent, c'est très important. Mais aussi, le plus important, c'est une action de justice, c'est la possibilité de soins, de soigner ces processus. Je pense qu'une chose
qui n'était pas fait pour l'État, qui n'était pas dimensionné pour l'État et qui fait la voix actuelle de la jeunesse qui sort à la rue, des femmes qui se battent dans la rue pour ce droit, des populations indigènes qui continuent à être contestataires, comme plusieurs cas qu'on connaît dans l'Équateur, la Bolivie, Guatemala, Mexique avec les zapatistes. Je pense que c'est le résultat précisément de cette possibilité de renverser, d'inverser le mal, de trouver une force intérieure, personnelle, avec ses propres ressources. Moi, mon ressource, c'est mon ressource des racines maya, des racines d'une cosmovision qui croit dans la lutte de long terme, qui croit dans l'action locale, qui croit dans l'action communautaire, qui croit dans la parole et qui est toujours à l'écoute. C'est très important pour récupérer et pour continuer à avancer. Et la situation qui me permet de parler aujourd'hui avec vous, même si j'ai trouvé ce film vraiment émouvant parce qu'il me rappelle ma propre histoire, c'est fait la possibilité de trouver la force aux personnes qui sont maintenant en train d'écouter, en train de regarder, en train de faire la diffusion et en train de se connecter avec des autres luttes. Et moi, une action très, très particulière qui m'a fait donner ce film, c'est qu'il y a toujours un espoir, il y a toujours une possibilité. Et la possibilité de la mère qui parle à son enfant, il dit toi es mon fils, je t'aime, même si elle évoquait l'image d'un père qui ce n'est pas son vrai père, l'enfant qui regarde les os, il dit, même tu continues à être mon père, c'est sa reconnaissance de l'héritage, de la transmission, de l'action de résilience, de l'action de force que je pense qu'on doit évoquer de ce film. Et c'est la chose qui va nous aider à continuer et à trouver une possibilité malgré de la situation dans laquelle nous met actuellement le COVID et qui nous fait nous regarder pour visioconférence parce que j'aime beaucoup rencontrer les gens. Mais on doit penser, on doit imaginer, on doit trouver des pédagogies, on doit trouver de nouvelles formes, on doit toujours se connecter. Et je pense que c'est ça le plus important de toute cette histoire qu'on vient d'évoquer, de toutes notre expériences, de toute notre connexion vers les autres et vers notre propre histoire. Merci. Merci. On est tous d'accord avec toi et on va continuer à te soutenir. Alors, juste avant de clore et de partir, Carmen voudrait dire quelque chose, mais très rapidement. Alors. Bon, je ne sais pas, vous m'entendez? Oui. Oui, bon, Marina a dit presque tout, mais je voudrais tout simplement dire que justement l'espoir, avec ce film, ça m'est arrivé quelque chose de particulier. Je pleure très facilement et je n'ai pas pleuré. C'était comme s'il y avait toujours quelque chose qui donnait l'espoir et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Est-ce que c'était les jeunes, les protagonistes, disons? Et à la fin, j'ai eu l'impression que c'était parce que lui, avec son histoire, venant d'où il vient dans l'histoire, non? C'est lui qui porte l'avenir dans une, peut-être c'est pas réconciliation les mots, mais dans une acceptation d'une vérité et que ça nous concerne tous parce que on vient, c'est pas seulement le Guatemala, c'est pas seulement l'Amérique latine. Je pense que nous portons toutes des histoires de violence, de colonisation d'un côté ou de l'autre, de racisme d'un côté ou de l'autre. Je le crois et que seulement en les assumant consciemment, on va pouvoir se soigner, comme dit Marina, et avancer. Et voilà. Et je voudrais profiter de l'occasion, parce que je les vois, et peut-être ils me voient, à M. Berenstein, que je suis très admirative de votre travail. À Marina, je l'ai dit pour la fois, et que je vous souhaite une longue vie. Merci de cette conclusion. Encore merci à nos intervenants et je vous dis au revoir et éventuellement on se retrouvera dans les semaines qui suivent. Bonsoir.
Bonsoir. Merci beaucoup. Merci, Carmen. merci à vous. Carmen. Merci Marina. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.